nous transporte au cœur de Paris, sous le soleil de plomb d'une canicule parisienne qui écrasait les dalles de béton gris, créant une atmosphère étouffante et presque suffocante alors que je m'efforçais de pousser un lourd fauteuil roulant. Je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans et je suis couturière indépendante à Montmartre, ayant passé des années à faire passer les besoins des autres avant mes propres rêves modestes, et ce matin était censé être le plus décisif de ma vie car je me rendais à une réunion de succession aux enjeux colossaux qui allaient déterminer tout mon avenir. Pourtant, quand j'ai vu ce vieux monsieur nommé Édouard, bloqué dans son fauteuil roulant au milieu de la boue chaotique et des tranchées ouvertes et dangereuses d'un immense chantier de construction dans le 8e arrondissement, je n'ai tout simplement pas pu détourner le regard. Malgré mon emploi du temps frénétique et l'importance de la bataille juridique qui m'attendait, ma conscience a refusé de me laisser abandonner une âme vulnérable dans une situation aussi périlleuse. Édouard me regardait avec un véritable étonnement, sa voix tremblant légèrement lorsqu'il m'a demandé pourquoi une jeune femme si élégante risquerait de ruiner sa tenue professionnelle juste pour aider un étranger. J'ai admis que bien que cette réunion soit cruciale, l'humanité l'emportait sur tout gain financier, ce qui a provoqué un sourire mystérieux mais réconfortant sur son visage marqué par le temps, puis je lui ai demandé avec incrédulité s'il se rendait lui aussi à la réunion de succession au cabinet de Maître Fontenelle après qu'il m'eût révélé notre destination commune. Quelle étrange coïncidence, allons-y donc ensemble car je ne vous laisserai pas affronter ces gens sans cœur tout seul, et alors que nous nous tenions devant la façade de verre imposante du cabinet d'avocat, un sentiment soudain de paix profonde m'a envahi, ancré par la force inébranlable que je sentais émaner de ce vieil homme fragile. Avant de découvrir comment cette rencontre fortuite a bouleversé le monde de ma sœur, soutenez notre chaîne en aimant cette vidéo et en vous abonnant dès maintenant. Je veux aussi avoir de vos nouvelles, alors laissez votre nom et votre ville dans les commentaires en tapant le mot présent car j'adore savoir d'où mon public mondial nous écoute. Aujourd'hui, seulement 2 jours après que la dernière poignée de terre a été versée sur la tombe de papa, l'atmosphère paisible de notre ancienne maison familiale dans le 16e arrondissement a été déchirée par la cupidité pure. Ma sœur Mathilde n'a pas versé une seule larme durant tout le processus, passant au contraire chaque heure de veille à fouiller obsessionnellement les armoires pour trouver la liste maîtresse des actifs les plus précieux de notre famille. Alors que j'essayais encore de traiter l'immense chagrin d'avoir perdu mon dernier parent, Mathilde calculait déjà la valeur marchande des bijoux anciens et du pantouse de l'avenue Foch. Elle m'a abordé dans la cuisine en jetant une pile épaisse de factures falsifiées sur le comptoir en marbre avec un regard froid et calculateur, affirmant que je devais signer ces documents immédiatement car les frais de funérailles et les dettes médicales impayées de nos parents avaient complètement épuisé les liquidités de la succession. J'ai fixé les papiers avec incrédulité en réalisant qu'elle tentait de me tromper pour que je renonce à ma propriété légale de la seule maison que j'ai jamais connue, et une violente dispute a éclaté lorsque Mathilde a commencé à m'insulter pour avoir gaspillé 6 ans de ma vie en tant que couturière en galère au lieu de gagner un vrai salaire comme elle le faisait dans son fonds de placement à la Défense. Elle faisait les 100 pas dans le salon en prétendant que mon travail manuel ne valait rien comparé à la contribution financière qu'elle aurait prétendument apportée au foyer au fil des ans, mais j'ai tenu bon en lui rappelant que c'était moi qui changeais directement les pansements de maman et restais éveillée d'innombrables nuits à m'occuper d'elle pendant ces derniers mois d'agonie. Pendant que je sacrifiais ma jeunesse et ma carrière pour offrir du confort à nos parents, Mathilde avait à peine réussi à envoyer un seul SMS ou à passer un appel de 5 minutes pour prendre de leurs nouvelles. Tu n'étais qu'une bonne de luxe qui vivait ici gratuitement pendant que j'étais dans le monde réel à bâtir un héritage pour cette famille, m'a-t-elle craché avec un venin qui m'a glacé le sang. La situation a dégénéré rapidement quand Mathilde a saisi ma machine à coudre vintage et a commencé à fourrer mes quelques affaires dans des valises déguenillées avec une énergie frénétique et haineuse, traînant mes objets vers la porte tout en hurlant que je n'avais plus aucun droit d'occuper un seul centimètre carré de cet immobilier de luxe maintenant que nos parents étaient partis. Dans un élan d'inhumanité totale, Mathilde a jeté mes bagages dans le couloir sombre de l'immeuble haussmannien juste au moment où une lourde pluie d'été commençait à cingler les vitres. Considère-toi officiellement expulsé de cette famille car je ne laisserai pas une couturière sans le sou ruiner le prestige de ma nouvelle résidence, a-t-elle crié avant de me claquer la lourde porte en chêne au nez. Je suis restée seule dans le couloir tandis que le bruit du verrou se fermant résonnait comme un coup de feu dans le silence. Tremblante de rage et de chagrin, j'ai eu du mal à déplacer mes valises trempées vers l'ascenseur en essayant de trouver où je passerais la nuit, et juste au moment où j'atteignais le hall, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu qui s'est avéré être l'avocat agressif de Mathilde, Maître Fontenelle.
Sa voix était professionnelle mais totalement dépourvue d'émotions humaines lorsqu'il m'a informé que la réunion de succession prévue pour demain matin serait l'étape finale pour rendre mon statut de sans-abri permanent et légalement contraignant. Fontenelle m'a prévenu que toute tentative de contester les dettes frauduleuses entraînerait une poursuite en diffamation qui garantirait que je ne retravaillerais plus jamais dans cette ville. J'ai réalisé alors que ma propre sœur planifiait cette embuscade depuis des mois, attendant le moment exact du décès de nos parents pour porter son coup final, et le poids de sa trahison me semblait plus lourd que les valises que je traînais sous la pluie vers la station de métro la plus proche. Je savais que la réunion de demain n'était plus seulement une question d'argent, mais de survie face à la destruction totale de ma dignité par ma propre chair. À exactement 7 heures du matin, la sonnerie stridente de mon réveil a résonné dans l'espace exigu de mon petit atelier de couture à Montmartre où j'avais été forcée de dormir sur un lit de fortune fait de chutes de tissu. Mon dos me faisait souffrir à cause de la surface inégale du sol mais la douleur physique n'était rien comparée au nœud d'anxiété qui serrait ma poitrine. J'ai passé la première heure à repasser soigneusement ma seule robe formelle bleu marine avec un fer à vapeur lourd, espérant désespérément que ce petit acte d'apparence préserverait mon dernier lambeau de dignité face à la riche et arrogante Mathilde. Alors que la vapeur montait du tissu, j'ai réalisé que paraître professionnel était ma seule défense contre les insultes inévitables que ma sœur lancerait sur mon statut économique modeste, et juste au moment où je terminais mes préparatifs, ma meilleure amie Bérénice est arrivée à l'atelier avec 2 tasses de café fumant et des croissants frais pour me soutenir dans cette épreuve. Juliette, tu as passé ta vie entière à être le pilier de cette famille, alors s'il te plaît ne laisse pas cette femme t'intimider pour te faire renoncer à ce que tu mérites de droit, m'a dit Bérénice en me tendant le café avec une pression de main encourageante. Sa présence constituait un bouclier indispensable contre la froide réalité de ma situation car je me sentais si isolée après avoir été chassée de ma maison d'enfance. Nous étions assises parmi les rouleaux de soie et de coton pendant qu'elle écoutait mes craintes concernant les documents frauduleux que Mathilde et Fontenelle avaient probablement préparés. Juste au moment où je ressentais un instant de paix, mon téléphone a vibré sur la table de coupe avec une notification qui m'a fait bondir le cœur. Mathilde m'avait envoyé un message vicieux déclarant que si j'osais me présenter au prestigieux cabinet d'avocats parisien en ayant l'air d'une ratée pathétique au chômage, elle s'assurerait que je sois humiliée devant chaque associé de l'immeuble. Rappelle-toi ta place de modeste couturière et n'embarrasse pas mon rang social par ta présence aujourd'hui, disait le message avec une cruauté qui fut comme un coup de poing dans l'estomac. Bérénice a regardé l'écran et a secoué la tête de dégoût en me rappelant que la richesse de Mathilde ne pourrait jamais acheter l'intégrité que je possédais. J'ai rapidement rassemblé mes documents juridiques dans un dossier en cuir usé et je me suis précipitée vers la station de métro, mais la chance a encore tourné court quand j'ai découvert que toute la ligne était interrompue à cause d'une panne de courant majeure. Le temps pressant et la chaleur de l'été parisien montant déjà, je n'avais d'autre choix que de courir vers l'arrêt de bus à plus de 10 pâtés de maison de là, ma sueur commençant à ruiner ma robe soigneusement repassée tandis que l'air humide faisait frisoter mes cheveux, créant exactement l'apparence débraillée que Mathilde avait moquée. Mes pieds me lançaient dans mes escarpins modestes alors que j'esquivais les banlieusards pressés et les touristes sur les trottoirs bondés de la capitale, et en tournant au coin d'une rue près d'un chantier bruyant, j'ai soudain aperçu un vieil homme dans un fauteuil roulant usé luttant près d'une profonde fissure sur un trottoir inégal. Cet inconnu semblait complètement impuissant alors qu'il tentait désespérément de manœuvrer ses roues lourdes hors d'une crevasse dangereuse tandis que plusieurs personnes passaient devant lui sans même lui offrir un regard d'aide. Son visage était rouge d'effort et il paraissait remarquablement fragile face aux énormes poutres en acier et aux marteaux-piqueurs environnants. Je ne savais pas qui il était mais la vue de ses mains tremblantes me rappelait tellement mon père dans ces derniers jours que j'ai instinctivement lâché mon dossier pour me précipiter vers lui. Restez immobile un instant monsieur et laissez-moi vous aider avant que vous ne basculiez accidentellement dans cette tranchée ouverte, ai-je crié en saisissant les poignées de son fauteuil. Le vieil homme m'a regardé avec des yeux embués par un mélange d'épuisement et de soulagement profond alors que j'utilisais toutes mes forces pour soulever les roues avant hors du piège du trottoir. Vous êtes clairement très pressée jeune demoiselle, alors pourquoi vous arrêtez-vous pour aider un étranger qui n'a rien à vous offrir en retour, m'a demandé l'homme qui se présenterait plus tard sous le nom d'Édouard d'une voix rauque mais étonnamment ferme malgré sa situation. J'ai essuyé une goutte de sueur sur mon front et je lui ai dit que mon père m'avait appris qu'aider ceux qui sont dans le besoin était bien plus important que n'importe quel rendez-vous, même un rendez-vous aussi critique que la bataille juridique qui m'attendait. 15 minutes plus tard, j'ai rassemblé chaque once de ma force physique restante pour hisser Édouard et son lourd fauteuil métallique dans les marches abruptes du dernier bus de ville se dirigeant vers le quartier des tribunaux.
L'intérieur du véhicule était étouffant et bondé de travailleurs matinaux qui semblaient totalement indifférents à la lutte d'un vieil homme essayant de trouver une place stable pour se reposer. J'ai navigué à travers la mer de visages frustrés pour sécuriser la zone de siège la plus accessible pour Édouard pendant que je me tenais fermement à ses côtés, agrippant la main courante avec des épaules qui me lançaient d'épuisement, et chaque fois que le bus cahotait ou freinait brusquement dans la circulation parisienne, je devais utiliser mon corps comme bouclier humain pour empêcher son fauteuil de glisser sur le sol encrassé. Édouard m'a regardé avec une expression de gratitude douce dans ses yeux fatigués en réalisant que je privilégiais sa sécurité sur mon propre confort. L'air était chargé d'une odeur de vêtements humides de pluie et de vieux gaz d'échappement, mais la dignité tranquille émanant de mon nouveau compagnon rendait l'environnement désagréable étonnamment supportable. Il a commencé à parler d'une voix basse et résonnante qui réussissait d'une manière ou d'une autre à percer le grondement bruyant du moteur diesel et le bavardage des autres passagers. Édouard a commencé à partager des histoires détaillées sur les nombreuses années qu'il avait passées au service d'une famille éminente qui ressemblait remarquablement à ma propre histoire avec mes parents et la maison que je venais de perdre. Il parlait avec une connaissance si intime des tempéraments variés des enfants au sein des familles riches, décrivant comment certains naissaient avec un cœur d'or tandis que d'autres laissaient la cupidité pourrir leur âme de l'intérieur. Je ne reconnaissais pas du tout sa véritable identité, mais j'éprouvais un sentiment profond de connexion émotionnelle lorsqu'il mentionnait de beaux et chaleureux souvenirs d'un homme qui me rappelait exactement mon père dans ses meilleures années. Votre père semble avoir été un homme d'un caractère exceptionnel qui croyait que la valeur d'une personne se mesurait à sa gentillesse plutôt qu'à son compte en banque, a remarqué Édouard en observant ma réaction larmoyante à ces descriptions nostalgiques, et j'ai trouvé incroyablement étrange que cet étranger puisse articuler les valeurs exactes que mes parents m'avaient inculquées avant que Mathilde ne décide d'effacer leur héritage par sa cruauté. Ces mots agissaient comme un baume apaisant pour mon esprit blessé car ils me rappelaient que je n'étais pas seule à chérir la vie humble que j'avais bâtie en tant que couturière. Édouard a remarqué le nuage persistant d'anxiété dans mes yeux et a tendu la main pour tapoter la mienne avec un geste ferme et rassurant qui ressemblait à la protection d'un gardien. Ne laissez pas l'obscurité des autres éteindre votre lumière, Juliette, car les personnes au cœur bienveillant méritent et reçoivent toujours la protection de forces invisibles dans leurs heures les plus sombres, a-t-il affirmé avec une conviction qui m'a fait me demander s'il en savait plus sur ma situation qu'il ne le laissait paraître. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fini par avouer à Édouard que j'étais absolument terrifiée par l'intellect prédateur de Mathilde et de son avocat rusé Fontenelle, expliquant que je manquais de ressources financières pour engager une équipe de défense professionnelle afin de contester la montagne de documents frauduleux qu'ils avaient sans doute préparés pour me rendre sans abri. Fontenelle est connu pour être un requin qui prospère grâce à l'intimidation et Mathilde a toujours été la fille préférée qui obtient exactement ce qu'elle veut par la simple force de sa volonté, ai-je chuchoté en serrant mon dossier en cuir usé contre ma poitrine. Édouard a écouté avec une concentration terriblement calme, sa main se serrant légèrement sur sa canne tandis que je décrivais la manière systématique dont ma sœur avait démantelé nos liens familiaux pour un morceau d'immobilier. La justice est une chose vivante qui se cache souvent dans les endroits les plus inattendus, alors vous devez garder la tête haute quand vous entrerez dans ce bureau aujourd'hui, a répondu Édouard en me regardant droit dans les yeux avec un regard aussi tranchant que le marteau d'un juge. À seulement 15 minutes du début de la réunion, Édouard et moi sommes entrés dans le hall de verre étincelant du gratte-ciel situé au cœur du quartier de l'Étoile. Les sols en marbre poli reflétaient les lumières vives du plafond tandis que l'échelle même de l'architecture semblait conçue pour faire en sorte que les gens ordinaires se sentent insignifiants. J'ai immédiatement remarqué qu'Édouard semblait quelque peu déshydraté par notre voyage sous la chaleur, j'ai donc utilisé certains de mes derniers euros pour acheter une bouteille d'eau minérale fraîche à un kiosque voisin. Je me suis agenouillée à côté de son fauteuil et j'ai utilisé mon seul mouchoir en soie propre pour essuyer soigneusement les traces de boue séchée qui avaient éclaboussé ses manches en coton usé pendant notre lutte près du chantier. Il était important pour moi qu'il se sente respecté même dans cet environnement intimidant où le luxe et le pouvoir semblaient être les seules monnaies valables pour tout le monde. Édouard observait mes mouvements avec une intensité calme et attentive tandis qu'un petit sourire d'appréciation flottait sur son visage marqué par le temps alors qu'il prenait une gorgée d'eau rafraîchissante. Ce moment de sérénité a été brisé par le cliquetis rythmique et agressif de talons hauts contre le sol en pierre dure alors que Mathilde apparaissait de la batterie d'ascenseur, vêtue d'un tailleur de créateur à 1000 € qui hurlait le succès du monde de la finance. Elle se déplaçait avec une arrogance travaillée qui forçait les autres personnes à s'écarter de son chemin tandis qu'un nuage de parfums coûteux et entêtants annonçait sa présence bien avant qu'elle ne nous atteigne. Quand les yeux de Mathilde se sont enfin posés sur moi,
debout à côté d'un homme dans un fauteuil roulant délabré, elle a laissé échapper un rire dur et moqueur qui a résonné inconfortablement dans tout le hall au plafond haut. Juliette, je t'avais explicitement prévenu de ne pas m'embarrasser aujourd'hui, mais te voilà debout à côté d'un vieux mendiant débraillé comme si tu essayais de gagner un prix pour la personne la plus pathétique de Paris, a ricané Mathilde tandis que son regard parcourait ma robe tachée de sueur avec un dégoût visible. Elle a regardé Édouard comme s'il était une tache sur le marbre immaculé alors que son langage corporel irradiait un sentiment de supériorité qui me retournait l'estomac de colère et de honte profonde. Juste à côté de Mathilde se tenait Fontenelle qui vérifiait sans cesse sa montre en or avec une expression d'impatience profonde et d'agacement à l'idée d'être forcé de partager un espace public avec des gens qu'il considérait clairement comme inférieurs. Il a ajusté sa cravate en soie et a regardé de haut mon dossier en cuir usé, montrant de façon évidente qu'il considérait toute cette réunion de succession comme une simple formalité avant d'écraser mes derniers espoirs. Mathilde s'est approchée encore plus de nous, son visage se tordant en un masque de cruauté alors qu'elle tendait la main et arrachait la bouteille d'eau minérale directement de mes mains tremblantes. Tu as visiblement assez d'argent à gaspiller en charité pour des étrangers alors que tu ne peux même pas t'offrir une paire de chaussures décentes pour une réunion juridique de cette importance, a remarqué Mathilde avant de verser délibérément le reste de l'eau sur le sol de sorte qu'elle éclabousse mes vieilles chaussures de cuir. Je suis restée pétrifiée de choc face à sa démonstration mesquine de malveillance tandis que le liquide froid imbibait mes chaussettes, me faisant me sentir encore plus humiliée devant les professionnels pressés qui passaient devant nous. Ma sœur a raison sur un point Juliette car tu es vraiment un aimant à déchets et ce vieil homme brisé est le compagnon parfait pour une couturière ratée comme toi, a continué Mathilde d'une voix qui dégoulinait de mépris venimeux. J'ai commencé à parler pour ma défense mais Édouard a soudainement tendu la main et a posé une main ferme sur mon bras, sa présence calme agissant comme une encre au milieu de ma tempête émotionnelle. Une personne qui mesure sa valeur à la hauteur de ses talons et au prix de son tailleur repose souvent sur des fondations bien creuses. N'êtes-vous pas d'accord, jeune demoiselle, a demandé Édouard en regardant Mathilde avec un regard remarquablement stable et nullement effrayé par sa richesse. Mathilde avait l'air d'avoir été giflée par un roturier, son visage devenant d'un rouge cramoisi en réalisant que ce mendiant avait réellement l'audace de lui répondre en public. Vous devriez garder votre bouche fermée et être reconnaissant que je n'ai pas appelé la sécurité pour vous traîner hors de cet immeuble pour trouble à l'ordre public, a sifflé Mathilde alors que Fontenelle s'avançait pour renforcer son intimidation par sa présence physique imposante. Édouard a simplement incliné légèrement la tête et a maintenu son comportement terriblement calme tandis que la tension entre nous devenait assez épaisse pour suffoquer tout le monde dans le hall. Il était 9 heures du matin lorsque la tour de l'horloge voisine a sonné avec une résonance profonde qui a résonné à travers les avenues de Paris. La tension dans le hall a atteint un point de rupture parce que Mathilde avait complètement perdu patience. Elle faisait les 100 pas frénétiquement sur le sol en marbre tandis que ses yeux se tournaient vers le bureau de la sécurité avec une intensité prédatrice qui signalait qu'elle était prête à déclencher une confrontation totale. Je ne tolérerai pas que cet immeuble prestigieux soit souillé par la présence d'un vagabond crasseux qui a sa place dans un refuge plutôt que dans un bureau d'affaires, a hurlé Mathilde en faisant signe aux gardes de sécurité en uniforme de s'approcher de nous. 2 hommes corpulents en costume sombre se sont déplacés rapidement vers nous tandis que Mathilde pointait un doigt accusateur vers Édouard, affirmant qu'il était un escroc professionnel qui la harcelait pour de l'argent depuis son arrivée. Je me suis immédiatement avancée et j'ai positionné mon corps comme un bouclier physique entre les gardes et le vieil homme, sentant mon cœur marteler ma poitrine avec un mélange de terreur et de protection féroce. Cet homme est un invité qui voyage avec moi et vous n'avez absolument aucun droit légal d'insulter la dignité d'un citoyen âgé qui n'a rien fait d'autre que de s'asseoir ici tranquillement, ai-je déclaré d'une voix qui tremblait mais restait assez forte pour que tout le monde dans le hall l'entende. Les gardes de sécurité ont hésité un instant en voyant la conviction inébranlable dans mes yeux mais Mathilde s'est avancée et a commencé à les réprimander pour leur prétendue incompétence à gérer un simple intrus. Vous rendez-vous compte de qui je suis et de la quantité d'affaires que ma firme apporte à cet établissement chaque année, a aboyé Mathilde au chef des gardes tandis que son visage se déformait en un masque d'arrogance pure et sans mélange. J'ai regardé le garde et j'ai expliqué qu'Édouard était sous ma garde et que toute tentative de le retirer de force ferait l'objet d'une plainte formelle pour harcèlement et discrimination liée à l'âge. Mathilde a éclaté d'un rire moqueur face à ma défense, affirmant que ma fausse personnalité de sainte était exactement la raison pour laquelle j'étais destinée à quitter la réunion imminente avec absolument rien à mon nom. Votre obsession pathétique à vouloir aider les impuissants est une faiblesse qui garantira que vous finissiez exactement comme ce vieil homme dormant sur un banc public pendant que je profite des fruits du dur labeur de nos parents,
a ricané Mathilde avec un niveau de cruauté qui a fait se détourner plusieurs passants sous le choc. Alors que Mathilde était occupée à orchestrer une expulsion, Fontenelle s'est approché de moi et a utilisé sa pile épaisse de dossiers juridiques pour tapoter rythmiquement contre mon épaule dans un geste condescendant et intimidant. Il s'est penché si près que je pouvais sentir l'odeur du café rassis sur son haleine alors qu'il commençait à murmurer une série de menaces terrifiantes concernant la montagne de preuves qu'ils auraient prétendument rassemblées. Juliette, votre sœur a méticuleusement documenté chacun de vos échecs et nous avons assez de paperasse juridique ici pour s'assurer qu'un juge annule votre héritage en quelques minutes, a prévenu Fontenelle avec un sourire froid de requin qui m'a donné l'impression de me noyer dans une mer de jargon juridique. Il a affirmé que mon manque de contribution financière au cours de la dernière décennie serait utilisé comme une arme principale pour prouver que j'étais une bénéficiaire inapte de nature purement parasitaire. J'ai essayé de me dégager de sa présence étouffante mais Mathilde me barrait la route, ses yeux brillant d'un sentiment de victoire malsain alors que les gardes de sécurité commençaient à s'avancer de nouveau sous sa pression incessante. Tout au long de ce spectacle chaotique, Édouard est resté dans un état de silence terriblement calme qui ressemblait à l'œil d'un ouragan au milieu de la folie environnante. Il n'a pas dit un mot pour se défendre contre les accusations d'être un mendiant mais ses yeux vifs et intelligents n'ont jamais quitté le visage de Mathilde alors qu'il observait soigneusement chaque spasme de cupidité et chaque expression de malice. C'était comme s'il enregistrait son âme sur un registre permanent, jugeant l'essence même de son caractère alors qu'elle continuait à creuser sa propre tombe professionnelle avec sa langue acérée. Avez-vous fini avec cette démonstration embarrassante d'insécurité ou avez-vous besoin d'un public encore plus large pour votre manque de classe spectaculaire, a finalement demandé Édouard d'une voix si ferme et imposante que les gardes de sécurité se sont immédiatement arrêtés net. Mathilde a ouvert la bouche pour lancer une autre volée d'insultes mais le poids du regard d'Édouard a semblé la paralyser pendant une fraction de seconde, créant un silence pesant qui flottait au-dessus de nous comme un couperet de guillotine. J'ai senti un étrange frisson parcourir ma colonne vertébrale car j'ai réalisé que l'homme que j'avais aidé dans la rue n'était plus seulement un étranger fragile mais un témoin silencieux qui se préparait à rendre un verdict que personne n'aurait pu anticiper. 30 minutes plus tard, les lourdes portes en chêne de la salle de conférence VIP se sont ouvertes pour nous admettre dans un environnement stérile qui sentait la papeterie de luxe et une froideur professionnelle glaçante. L'immense table en acajou au centre de la pièce semblait s'étirer sur des kilomètres tandis que la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond n'offrait aucune chaleur à l'atmosphère gelée. Fontenelle a immédiatement pris sa place en bout de table et a commencé à étaler plusieurs documents avec une efficacité travaillée qui m'a fait sombrer le cœur. Il a sorti une copie sophistiquée d'un testament qui présentait ce qui ressemblait à une signature officielle de mes parents déclarant que Mathilde était la seule bénéficiaire de chaque morceau d'immobilier et de toutes les économies familiales. Selon ce document frauduleux, mes années de sacrifice ne valaient absolument rien et je devais être dépouillée de mes droits légaux sur le pantouse et l'héritage familial. Mathilde s'est adossée dans son fauteuil en cuir avec un sourire triomphant tandis qu'elle faisait glisser une feuille de papier séparée vers moi, exigeant que je signe une renonciation formelle à toutes mes demandes d'héritage. En échange de mon silence et de ma coopération, elle m'offrait la somme dérisoire de 5 000 € sous forme de charité qui ressemblait plus à une gifle qu'à un geste de gentillesse. Signe le papier maintenant Juliette et peut-être que je te permettrai de garder certains de tes vieux accessoires de couture avant que les serrures de l'appartement ne soient changées pour de bon, a remarqué Mathilde d'une voix qui dégoulinait de satisfaction arrogante. Juste au moment où je tendais la main vers le stylo avec des doigts tremblants et ressentais le poids écrasant d'une défaite totale, Édouard a soudainement levé la main et a exigé que tout le monde dans la salle arrête immédiatement la procédure. Il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste usée et a produit un badge étincelant d'assistant juridique de haut niveau qui présentait le sceau officiel du plus haut comité de surveillance judiciaire de l'État. Toute la pièce est tombée dans un silence de stupeur alors qu'Édouard ouvrait sa mallette en cuir abîmé pour révéler une copie originale immaculée du véritable testament qui avait été signé et scellé dans le secret total il y a des années. Je vous suggère de ranger ce morceau de déchet falsifié Fontenelle car je suis le seul dépositaire légal du seul testament qui porte la véritable intention des défunts, a annoncé Édouard d'une voix qui s'était transformée en une force tonitruante d'une autorité indéniable. Le visage de Mathilde est devenu d'un gris cendré alors qu'elle fixait le badge et les documents tandis que la réalisation commençait à poindre en elle que l'homme qu'elle avait moqué était la seule personne en qui mes parents avaient confiance plus qu'en leur propre chair. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme tandis que ses mains commençaient à trembler si violemment qu'elle devait agripper le bord de la table en acajou juste pour rester droite sur son siège.
L'horreur sur le visage de Mathilde s'est intensifiée quand Édouard a commencé à lire une clause secrète spécifique dans le testament original qui traitait exactement du comportement qu'elle avait affiché au cours des dernières années. Il a expliqué que mon père avait anticipé sa cupidité et avait inclus une disposition morale stipulant que tout héritier s'engageant dans des activités frauduleuses ou le mauvais traitement des membres de la famille serait automatiquement disqualifié de recevoir un seul centime de la succession. Vous étiez si aveuglé par votre propre supériorité perçue que vous avez oublié que nos parents étaient des maîtres observateurs du caractère humain, Mathilde a déclaré Édouard en la regardant droit dans ses yeux paniqués. Il a révélé qu'il avait enregistré chaque insulte qu'elle m'avait lancée dans le hall et que sa tentative de m'acheter mon silence avec 5 000 € était maintenant la preuve documentée de sa corruption. Mathilde a laissé échapper un cri d'étranglement de désespoir en réalisant que son monde entier s'effondrait à cause d'un homme qu'elle avait essayé de faire arrêter seulement 1 heure auparavant. Cela ne peut pas arriver parce que c'est moi qui avais réussi et qui était censé gérer la fortune familiale alors que Juliette n'était qu'une misérable ratée, a-t-elle hurlé tandis que sa voix se brisait sous la pression immense de sa propre perte. Fontenelle a tenté d'intervenir avec une faible objection juridique mais Édouard l'a réduit au silence d'un seul regard glacial qui a rappelé à tout le monde dans la pièce ses décennies d'expérience dans les plus hautes sphères du droit. L'avocat frauduleux a commencé à transpirer à travers sa chemise en soie coûteuse en réalisant que sa licence professionnelle était maintenant en péril pour avoir participé au stratagème élaboré de Mathilde pour voler sa propre sœur. Édouard a continué à lire les instructions finales de mon père qui me nommait comme l'exécutrice principale et la propriétaire légitime du Pantouse parisien et de l'intégralité des fonds d'investissement de la famille. J'ai regardé le vieil homme qui avait semblé si fragile dans la rue et j'ai réalisé que c'était un géant qui avait passé sa vie entière à protéger l'intégrité des personnes qu'il servait. Mathilde a continué à bafouiller des excuses incohérentes tandis que son avocat commençait à faire ses bagages dans une tentative frénétique de se distancier du désastre qu'il avait aidé à créer. L'air dans la pièce a enfin recommencé à sembler respirable alors que la vérité s'installait dans chaque recoin du bureau, marquant la fin définitive du règne de terreur de Mathilde sur ma vie. J'ai réalisé alors que le cadeau final de mon père n'était pas seulement l'argent ou la propriété mais la présence d'un homme qui pouvait garantir que la justice soit rendue avec un niveau de précision qu'aucune somme d'argent ne pourrait jamais acheter. À 10 heures du matin, la réunion s'est conclue dans un silence obsédant alors que les stratagèmes sordides de Mathilde étaient enfin exposés à la lumière impitoyable du jour, sur la base du véritable testament original et des preuves audio irréfutables des violences verbales de Mathilde dans le hall. Le transfert légal de la maison familiale et de tous les actifs restants à mon nom a été finalisé immédiatement. Mathilde s'est effondrée sur le sol poli, son tailleur de créateur se froissant alors qu'elle sanglotait de manière incontrôlée tout en implorant un pardon qu'elle n'avait jamais montré à personne d'autre. Elle a promis de changer ses manières et a proposé de m'aider à gérer le domaine mais je l'ai seulement regardée avec un sentiment de déception profonde qui l'emportait sur toute colère persistante. La réalisation qu'elle n'était désolée que parce qu'elle avait perdu sa fortune m'a rendu incapable d'éprouver la moindre once de sympathie pour sa situation actuelle. Mathilde a continué à gémir sur l'injustice de la situation jusqu'à ce qu'Édouard lui rappelle fermement que sa propre cruauté était la seule architecte de sa chute spectaculaire d'aujourd'hui. Les conséquences se sont étendues bien au-delà de la perte de l'héritage car Édouard a tourné son regard professionnel froid vers Fontenelle et a annoncé son intention de déposer une plainte formelle auprès de l'ordre des avocats. Il a détaillé les preuves de la collusion de Fontenelle dans la falsification de documents juridiques, ce qui garantirait effectivement que la carrière prestigieuse de l'avocat parte en fumée avant la fin de la semaine. Le visage de Fontenelle est devenu complètement pâle en réalisant qu'aucune quantité de relations d'affaires ne pourrait le sauver de la colère d'une figure légendaire du droit comme Monsieur Édouard. Je me suis levée et j'ai calmement demandé à Mathilde de quitter le bureau, déclarant qu'à partir de cet instant, nous ne partagions plus aucun lien familial ou connexion légale. L'amour sororal qui aurait dû exister entre nous était mort il y a longtemps, enterré sous le poids de sa cupidité insatiable et de son mépris pour la vie simple que j'avais choisi de mener. Mathilde a tenté de me saisir la main une dernière fois mais j'ai reculé et j'ai regardé les gardes de sécurité qu'elle avait autrefois appelés l'escorter maintenant hors de la pièce dans un déshonneur total. Je me suis tournée vers Édouard et je lui ai exprimé ma plus profonde gratitude pour sa protection, réalisant que la gentillesse que j'avais montrée à un étranger dans la rue était revenue pour sauver ma vie de la manière la plus inattendue. Nous sommes sortis ensemble de l'imposant bâtiment de verre et j'ai remarqué que le ciel de Paris semblait remarquablement clair et bleu aujourd'hui comme si l'atmosphère elle-même avait été purifiée par le triomphe de la justice. Je savais que mon avenir serait dédié à honorer l'héritage de maman et papa en utilisant mes nouvelles ressources pour aider ceux qui avaient été négligés par la société.
Alors que je regardais Édouard disparaître dans sa berline noire élégante, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis avant que mes parents ne tombent malades. Le poids du passé avait enfin disparu, remplacé par la confiance tranquille d'une femme qui avait récupéré sa maison et sa dignité par rien d'autre que le pouvoir de sa propre intégrité. Cette histoire sert de rappel puissant que la véritable gentillesse n'est jamais une perte de temps et que ceux qui piétinent intentionnellement les autres pour réussir finiront toujours par affronter une fin amère et solitaire. La véritable richesse ne se trouve pas dans un compte en banque ou un titre prestigieux, mais dans la force de son caractère et la volonté d'aider un semblable pendant son heure la plus sombre de besoin.